La débâcle. Partie 7 du livre audio. Chapitre 3 de la deuxième partie. Henriette ne put dormir de la nuit. La pensée de savoir son mari à Bazeilles, si près des lignes allemandes, la tourmentait. Vainement, elle se répétait sa promesse de revenir au premier danger, et, à chaque instant, elle tendait l'oreille, croyant l'entendre. Vers 10 heures, au moment de se mettre au lit, elle ouvrit la fenêtre, s'accouda, s'oublia. La nuit était très sombre, à peine distinguait-elle, en bas, le pavé de la rue des Voyards, un étroit couloir obscur étranglé entre les vieilles maisons. Au loin, du côté du collège, il n'y avait que l'étoile fumeuse d'un réverbère, et il montait de là un souffle salpêtré de cave. Le miaulement d'un chat en colère, des pas lourds de soldats égarés. Puis, dans Sedan entier, derrière elle, c'étaient des bruits inaccoutumés, des galops brusques, des grondements continus, qui passaient comme des frissons de mort. Elle écoutait, son cœur battait à grands coups, et elle ne reconnaissait toujours point le pas de son mari au détour de la rue. Des heures s'écoulèrent. Elle s'inquiétait maintenant des lointaines lueurs aperçues dans la campagne, par-dessus les remparts. Il faisait si sombre qu'elle tâchait de reconstituer les lieux. En bas, cette grande nappe pâle, c'étaient bien les prairies inondées. Alors, quel était donc ce feu qu'elle avait vu briller et s'éteindre, là-haut, sans doute sur la Marfée? Et, de toutes parts, il en flambait d'autres, à Pont-Maugis, à Noyer, à Frénois, des feux mystérieux qui vacillaient comme au-dessus d'une multitude innombrable, pullulant dans l'ombre. Puis, davantage encore, des rumeurs extraordinaires la faisaient tressaillir, le piétinement d'un peuple en marche, des souffles de bêtes, des chocs d'armes, toute une chevauchée au fond de ces ténèbres d'enfer. Brusquement éclata un coup de canon, un seul, formidable, effrayant dans l'absolu silence qui suivit. Elle en eut le sang glacé. Qu'était-ce donc? Un signal sans doute? La réussite de quelque mouvement, l'annonce qu'ils étaient prêts, là-bas, et que le soleil pouvait paraître? Vers 2 heures, tout habillée, Henriette vint se jeter sur son lit, en négligeant même de fermer la fenêtre. La fatigue, l'anxiété l'écrasaient. Qu'avait-elle à grelotter ainsi de fièvre, elle si calme d'habitude, marchant d'un pas si léger qu'on ne l'entendait pas vivre? Et elle sommeilla péniblement, engourdie, avec la sensation persistante du malheur qui pesait dans le ciel noir. Tout d'un coup, au fond de son mauvais sommeil, le canon recommença, des détonations sourdes, lointaines, et il ne cessait plus, régulier, entêté. Frissonnante, elle se mit sur son séant. Où était-elle donc? Elle ne reconnaissait plus, elle ne voyait plus la chambre, qu'une épaisse fumée semblait emplir. Puis elle comprit, des brouillards qui s'étaient levés du fleuve voisin avaient dû envahir la pièce. Dehors, le canon redoublait. Elle sauta du lit, elle courut à la fenêtre pour écouter. 4 heures sonnaient à un clocher de Sedan. Le petit jour pointait, louche et sale dans la brume roussâtre. Impossible de rien voir, elle ne distinguait même plus les bâtiments du collège à quelques mètres. Où tirait-on, mon Dieu? Sa première pensée fut pour son frère Maurice, car les coups étaient si assourdis qu'ils lui semblaient venir du nord, par-dessus la ville. Puis elle n'en put douter, on tirait là, devant elle, et elle trembla pour son mari. C'était à Bazeilles, certainement. Pourtant, elle se rassura pendant quelques minutes. Les détonations lui paraissaient être, par moments, à sa droite. On se battait peut-être à Donchéry, dont elle savait qu'on avait pu faire sauter le pont. Et ensuite, la plus cruelle indécision s'empara d'elle. Était-ce à Donchéry? Était-ce à Bazeilles? Il devenait impossible de s'en rendre compte dans le bourdonnement qui lui emplissait la tête.
Bientôt, son tourment fut tel qu'elle se sentit incapable de rester là davantage à attendre. Elle frémissait d'un besoin immédiat de savoir. Elle jeta un châle sur ses épaules et sortit, allant aux nouvelles. En bas, dans la rue des Voyards, Henriette eut une courte hésitation, tellement la ville lui sembla noire encore sous le brouillard opaque qui la noyait. Le petit jour n'était point descendu jusqu'au pavé humide, entre les vieilles façades enfumées. Rue au beurre, au fond d'un cabaret borgne, où clignotait une chandelle, elle n'aperçut que 2 turcos ivres avec une fille. Il lui fallut tourner dans la rue Macquart pour trouver quelque animation. Des soldats furtifs dont les ombres filaient le long des trottoirs, des lâches peut-être, en quête d'un abri. Un grand cuirassier perdu, lancé à la recherche de son capitaine, frappant furieusement aux portes. Tout un flot de bourgeois qui suaient la peur de s'être attardés et qui se décidaient à s'empiler dans une carriole pour voir s'il ne serait pas temps encore de gagner Bouillon en Belgique, où la moitié de Sedan émigrait depuis 2 jours. Instinctivement, elle se dirigeait vers la sous-préfecture, certaine d'y être renseignée, et l'idée lui vint de couper par les ruelles, désireuse d'éviter toute rencontre. Mais, rue du Four et rue des Laboureurs, elle ne put passer. Des canons s'y trouvaient, une file sans fin de pièces, de caissons, de prolonges, qu'on avait dû parquer dès la veille dans ce recoin et qui semblaient y avoir été oubliés. Pas un homme même ne les gardait. Cela lui fit froid au cœur. Toute cette artillerie inutile et morne, dormant d'un sommeil d'abandon au fond de ces ruelles désertes. Alors, elle dut revenir, par la place du collège, vers la grande rue où, devant l'hôtel de l'Europe, des ordonnances tenaient en main des chevaux, en attendant des officiers supérieurs dont les voix hautes s'élevaient dans la salle à manger, violemment éclairée. Place du Rivage et place Turenne, il y avait plus de monde encore. Des groupes d'habitants inquiets, des femmes, des enfants mêlés à de la troupe débandée, effarée. Et là, elle vit un général sortir en jurant de l'hôtel de la Croix d'Or, puis galoper rageusement, au risque de tout écraser. Un instant, elle parut vouloir entrer à l'hôtel de ville. Enfin, elle prit la rue du Pont-de-Meuse pour pousser jusqu'à la sous-préfecture. Et jamais Sedan ne lui avait fait cette impression de ville tragique, ainsi vue, sous le petit jour sale, noyé de brouillard. Des maisons semblaient mortes. Beaucoup, depuis 2 jours, se trouvaient abandonnées et vides. Les autres restaient hermétiquement closes, dans l'insomnie peureuse qu'on y sentait. C'était tout un matin grelottant, avec ses rues à demi désertes encore, seulement peuplées d'ombres anxieuses, traversées de brusques départs, au milieu du ramas louche qui traînait déjà de la veille. Le jour allait grandir et la ville s'encombrer, submergée sous le désastre. Il était 5h30. On entendait à peine le bruit du canon, assourdi entre les hautes façades noires. À la sous-préfecture, Henriette connaissait la fille de la concierge, Rose, une petite blonde, l'air délicat et joli, qui travaillait à la fabrique de la Herche. Tout de suite, elle entra dans la loge. La mère n'était pas là, mais Rose l'accueillit avec sa gentillesse. « Oh, ma chère dame, nous ne tenons plus debout. Maman vient d'aller se reposer un peu. Pensez donc, la nuit entière, il a fallu être sur pied, avec ses allées et venues continuelles. » Et, sans attendre d'être questionnée, elle en disait, enfiévrée de tout ce qu'elle voyait d'extraordinaire depuis la veille. « Le maréchal, lui, a bien dormi, mais c'est ce pauvre empereur. Non, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il souffre. Imaginez-vous qu'hier soir, j'étais montée pour aider à donner du linge. Alors, voilà qu'en passant dans la pièce qui touche au cabinet de toilette, j'ai entendu des gémissements. Oh, des gémissements, comme si quelqu'un était en train de mourir. Et je suis restée tremblante, le cœur glacé, en comprenant que c'était l'empereur. Et il paraît qu'il a une maladie affreuse qui le force à crier ainsi. Quand il y a du monde, il se retient, mais dès qu'il est seul, c'est plus fort que sa volonté. Il crie, il se plaint, à vous faire dresser les cheveux sur la tête. Où se bat-on depuis ce matin ?
Le savez-vous ? Demanda Henriette en tâchant de l'interrompre. Rose, d'un geste, écarta la question, et elle continua. Alors, vous comprenez, j'ai voulu savoir. Je suis remontée 4 ou 5 fois cette nuit. J'ai collé mon oreille à la cloison. Il se plaignait toujours. Il n'a pas cessé de se plaindre, sans pouvoir fermer l'œil un instant. J'en suis bien sûre. Hein ? C'est terrible de souffrir de la sorte avec les tracas qu'il doit avoir dans la tête, car il y a un gâchis et une bousculade. Ma parole, ils ont tous l'air d'être fous. Et toujours du monde nouveau qui arrive, et les portes qui battent, et des gens qui se fâchent, et d'autres qui pleurent, et un vrai pillage dans la maison en l'air, des officiers buvant aux bouteilles, couchant dans les lits avec leurs bottes. Tenez, c'est encore l'empereur qui est le plus gentil et qui tient le moins de place, dans le coin où il se cache pour crier. Puis, comme Henriette répétait sa question, « Où l'on se bat ? C'est à Bazeilles qu'on se bat depuis ce matin. Un soldat à cheval est venu le dire au maréchal, qui, tout de suite, s'est rendu chez l'empereur pour l'avertir. Voici 10 minutes déjà que le maréchal est parti, et je crois bien que l'empereur va le rejoindre, car on l'habille là-haut. Je viens de voir à l'instant qu'on le peignait et qu'on le bichonnait, avec toutes sortes d'histoires sur la figure. » Mais Henriette, sachant enfin ce qu'elle désirait, se sauva. « Merci, Rose, je suis pressée. » Et la jeune fille l'accompagna jusqu'à la rue, complaisante, lui jetant encore. « Tout à votre service, Madame Weiss. Je sais bien qu'avec vous, on peut tout dire. » Vivement, Henriette retourna chez elle, rue des Voyards. Elle était convaincue de trouver son mari rentré. Et même, elle pensa qu'en ne la voyant pas au zoologie, il devait être très inquiet, ce qui lui fit encore hâter le pas. Comme elle approchait de la maison, elle leva la tête, croyant l'apercevoir là-haut, penché à la fenêtre, en train de guetter son retour. Mais la fenêtre, toujours grande ouverte, était vide. Et lorsqu'elle fut montée, qu'elle eut donné un coup d'œil dans les 3 pièces, elle resta saisie, serrée au cœur, de n'y retrouver que le brouillard glacial dans l'ébranlement continu du canon. Là-bas, on tirait toujours. Elle se remit un instant à la fenêtre. Maintenant, renseignée, bien que le mur des brumes matinales restât impénétrable, elle se rendait parfaitement compte de la lutte engagée à Bazeilles, le craquement des mitrailleuses, les volées fracassantes des batteries françaises répondant aux volées lointaines des batteries allemandes. On aurait dit que les détonations se rapprochaient, la bataille s'aggravait de minute en minute. Pourquoi Weiss ne revenait-il pas ? Il avait si formellement promis de rentrer à la première attaque. Et l'inquiétude d'Henriette croissait. Elle s'imaginait des obstacles, la route coupée, les obus rendant déjà la retraite trop dangereuse. Peut-être même était-il arrivé un malheur. Elle en écartait la pensée, trouvant dans l'espoir un ferme soutien d'action. Puis elle forma un instant le projet d'aller là-bas, de partir à la rencontre de son mari. Des incertitudes la retinrent. Peut-être se croiserait-il, et que deviendrait-elle si elle le manquait ? Et quel serait son tourment, à lui, s'il rentrait sans la trouver ? Du reste, la témérité d'une visite à Bazeilles en ce moment lui apparaissait naturelle, sans héroïsme déplacé, rentrant dans son rôle de femme active, faisant en silence ce que nécessitait la bonne tenue de son ménage. Où son mari était, elle devait être, simplement. Mais elle eut un brusque geste. Elle dit tout haut, en quittant la fenêtre. « Et monsieur de la Herche ? Je vais voir. » Elle venait de songer que le fabricant de draps, lui aussi, avait couché à Bazeilles, et que, s'il était rentré, elle aurait par lui des nouvelles. Promptement, elle redescendit. Au lieu de sortir par la rue des Voyards, elle traversa l'étroite cour de la maison. Elle prit le passage qui conduisait au vaste bâtiment de la fabrique, dont la monumentale façade donnait sur la rue Macquart. Comme elle débouchait dans l'ancien jardin central, pavé maintenant, n'ayant gardé qu'une pelouse entourée d'arbres superbes, des ormes géants du dernier siècle, elle fut d'abord étonnée d'apercevoir, devant la porte fermée d'une remise, un factionnaire qui montait la garde. Puis elle se souvint, elle avait su la veille
que le trésor du 7e corps était déposé là, et cela lui fit un singulier effet, tout cet or, des millions à ce qu'on disait, cachés dans cette remise, pendant qu'on se tuait déjà alentour. Mais au moment où elle prenait l'escalier de service pour monter à la chambre de Gilberte, une autre surprise l'arrêta, une rencontre si imprévue qu'elle en redescendit les 3 marches déjà gravies, ne sachant plus si elle oserait aller frapper là-haut. Un soldat, un capitaine, venait de passer devant elle, d'une légèreté d'apparition, aussitôt évanouie. Et elle avait eu pourtant le temps de le reconnaître, l'ayant vu à Charleville, chez Gilberte, lorsque celle-ci n'était encore que madame Maginot. Elle fit quelques pas dans la cour, leva les yeux sur les 2 hautes fenêtres de la chambre à coucher, dont les persiennes restaient closes. Puis elle se décida, elle monta quand même. Au 1er étage, elle comptait frapper à la porte du cabinet de toilette en petite amie d'enfance, en intime qui venait parfois causer ainsi le matin. Mais cette porte, mal fermée dans une hâte de départ, était restée entr'ouverte. Elle n'eut qu'à la pousser. Elle se trouva dans le cabinet, puis dans la chambre. C'était une chambre à très haut plafond, d'où tombaient d'amples rideaux de velours rouge qui enveloppaient le grand lit tout entier. Et pas un bruit, le silence moite d'une nuit heureuse, rien qu'une respiration calme, à peine distincte, dans un vague parfum de lilas évaporé. « Gilberte !» appela doucement Henriette. La jeune femme s'était tout de suite rendormie. Et, sous le faible jour qui pénétrait entre les rideaux rouges des fenêtres, elle avait sa jolie tête ronde, roulée de l'oreiller, appuyée sur l'un de ses bras nus, au milieu de son admirable chevelure noire défaite. « Gilberte !» Elle s'agita, s'étira, sans ouvrir les paupières. « Oui, adieu. Oh, je vous en prie. » Ensuite, soulevant la tête, reconnaissant Henriette. « Tiens, c'est toi. Quelle heure est-il donc ?» Quand elle sut que 6 heures sonnaient, elle éprouva une gêne, plaisantant pour la cacher, disant que ce n'était pas une heure à venir réveiller les gens. Puis, à la première question sur son mari, « Mais il n'est pas rentré, il ne rentrera que vers 9 heures, je pense. »« Pourquoi veux-tu qu'il rentre si tôt ?» Henriette, en la voyant souriante, dans son engourdissement de sommeil heureux, dut insister. « Je te dis qu'on se bat à Bazeilles depuis le petit jour. Et comme je suis très inquiète de mon mari... »« Oh, ma chère, s'écria Gilberte, tu as bien tort. Le mien est si prudent qu'il serait depuis longtemps ici s'il y avait le moindre danger. Tant que tu ne le verras pas, va, tu peux être tranquille. » Cette réflexion frappa beaucoup Henriette. En effet, de la Herche n'était pas un homme à s'exposer inutilement. Elle en fut toute rassurée. Elle alla tirer les rideaux, rabattre les persiennes. Et la chambre s'éclaira de la grande lumière rousse du ciel, où le soleil commençait à percer et à dorer le brouillard. Une des fenêtres était restée entr'ouverte. On entendait maintenant le canon dans cette grande pièce tiède, si close et si étouffée tout à l'heure. Gilberte, soulevée à demi, un coude dans l'oreiller, regardait le ciel de ses jolis yeux clairs. « Alors, on se bat ?» murmura-t-elle. Sa chemise avait glissé. Une de ses épaules était nue, d'une chair rose et fine, sous les mèches éparses de la noire chevelure, tandis qu'une odeur pénétrante, une odeur d'amour, s'exhalait de son réveil. « On se bat si matin, mon Dieu, que c'est ridicule de se battre !» Mais les regards d'Henriette venaient de tomber sur une paire de gants d'ordonnance, des gants d'homme oubliés sur un guéridon, et elle n'avait pu retenir un mouvement. Alors, Gilberte rougit beaucoup, l'attira au bord du lit d'un geste confus et câlin, puis, se cachant la face contre son épaule. « Oui, j'ai bien senti que tu savais, que tu l'avais vu. Chérie, il ne faut pas me juger sévèrement, c'est un ami ancien. Je t'avais avoué ma faiblesse à Charleville, autrefois, tu te souviens ?» Elle baissa encore la voix, continua avec un attendrissement où il y avait comme un petit rire. « Oui, il m'a tant supplié, quand je l'ai revu.
Songe donc, il se bat ce matin, on va le tuer peut-être. Est-ce que je pouvais refuser? Et cela était héroïque et charmant, dans sa gaieté attendrie, ce dernier cadeau de plaisir, cette nuit heureuse donnée à la veille d'une bataille. C'était de cela dont elle souriait, malgré sa confusion, avec son étourderie d'oiseau. Jamais elle n'aurait eu le cœur de fermer sa porte, puisque toutes les circonstances facilitaient le rendez-vous. « Est-ce que tu me condamnes ?» Henriette l'avait écoutée, très grave. Ces choses la surprenaient, car elle ne les comprenait pas. Sans doute, elle était autre. Depuis le matin, son cœur était avec son mari, avec son frère, là-bas, sous les balles. Comment pouvait-on dormir si paisible, s'égayer de cet air amoureux, quand les êtres aimés se trouvaient en péril? Mais ton mari, ma chère, et ce garçon lui-même, est-ce que cela ne te retourne pas le cœur, de ne pas être avec eux? Tu ne songes donc pas qu'on peut te les rapporter d'une minute à l'autre, la tête cassée? Vivement, de son adorable bras nu, Gilberte écarta l'affreuse image. « Oh, mon Dieu, qu'est-ce que tu me dis là? Es-tu mauvaise de me gâter ainsi la matinée? Non, non, je ne veux pas y songer, c'est trop triste. » Et, malgré elle, Henriette sourit à son tour. Elle se rappelait leur enfance, lorsque le père de Gilberte, le commandant de Vineuil, nommé directeur des douanes à Charleville, à la suite de ses blessures, avait envoyé sa fille dans une ferme, près du chêne populeux, inquiet de l'entendre tousser, hanté par la mort de sa femme, que la phthisie venait d'emporter toute jeune. La fillette n'avait que 9 ans, et déjà elle était d'une coquetterie turbulente. Elle jouait la comédie, voulait toujours faire la reine, drapée dans tous les chiffons qu'elle trouvait, gardant le papier d'argent du chocolat pour s'en fabriquer des bracelets et des couronnes. Plus tard, elle était restée la même, lorsqu'à 20 ans, elle avait épousé l'inspecteur des forêts Maginot. Mézières, resserrée entre ses remparts, lui déplaisait, et elle continuait d'habiter Charleville, dont elle aimait la vie large, égayée de fêtes. Son père n'était plus, elle jouissait d'une liberté entière, avec un mari commode, dont la nullité la laissait sans remords. La malignité provinciale lui avait alors prêté beaucoup d'amants, mais elle ne s'était réellement oubliée qu'avec le capitaine Baudouin, dans le flot d'uniformes où elle vivait, grâce aux anciennes relations de son père et à sa parenté avec le colonel de Vineuil. Elle était sans méchanceté perverse, adorant simplement le plaisir. Et il semblait bien certain qu'en prenant un amant, elle avait cédé à son irrésistible besoin d'être belle et gaie. « C'est très mal d'avoir noué, » dit enfin Henriette de son air sérieux. Déjà, Gilberte lui fermait la bouche d'un de ses jolis gestes caressants. « Oh, chérie, puisque je ne pouvais pas faire autrement et que c'était pour une seule fois. Tu le sais, j'aimerais mieux mourir maintenant que de tromper mon nouveau mari. » Ni l'une ni l'autre ne parlèrent plus, serrées dans une affectueuse étreinte, si profondément dissemblable pourtant. Elles entendaient les battements de leur cœur, elles auraient pu en comprendre la langue différente, l'une tout à sa joie, se dépensant, se partageant, l'autre enfoncée dans un dévouement unique, du grand héroïsme muet des âmes fortes. « C'est vrai qu'on se bat !» finit par s'écrier Gilberte. « Il faut que je m'habille bien vite. » Depuis que régnait le silence, en effet, le bruit des détonations semblait grandir. Et elle sauta du lit, elle se fit aider, sans vouloir appeler la femme de chambre, se chaussant, passant tout de suite une robe pour être prête à recevoir et à descendre s'il le fallait. Comme elle achevait rapidement de se coiffer, on frappa, et elle courut ouvrir, en reconnaissant la voix de la vieille madame de la Herche. « Mais parfaitement, chère mère, vous pouvez entrer. » Avec son étourderie habituelle, elle l'introduisit, sans remarquer que les gants d'ordonnance étaient là encore, sur le guéridon. Vainement, Henriette se précipita pour les saisir et les jeter derrière un fauteuil. Madame de la Herche avait dû les voir, car elle demeura quelques secondes suffoquée, comme si elle ne pouvait reprendre haleine. Elle eut un involontaire regard autour de la chambre, s'arrêta au lit drapé de rouge, resté grand ouvert, dans son désordre.
Alors, c'est madame Weiss qui est montée vous réveiller? Vous avez pu dormir, ma fille? Évidemment, elle n'était pas venue pour dire cela. Ah, ce mariage que son fils avait voulu faire contre son gré, dans la crise de la cinquantaine, après 20 ans d'un ménage glacé avec une femme maussade et maigre, lui si raisonnable jusque-là, tout emporté maintenant d'un désir de jeunesse pour cette jolie veuve, si légère et si gaie. Elle s'était bien promis de veiller sur le présent, et voilà le passé qui revenait. Mais devait-elle parler? Elle ne vivait plus que comme un blâme muet dans la maison. Elle se tenait toujours enfermée dans sa chambre, d'une grande rigidité de dévotion. Cette fois, pourtant, l'injure était si grave qu'elle résolut de prévenir son fils. Gilberte, rougissante, répondait « Oui, j'ai eu tout de même quelques heures de bon sommeil. Vous savez que Jules n'est pas rentré. » D'un geste, madame de la Herche l'interrompit. Depuis que le canon tonnait, elle s'inquiétait, guettait le retour de son fils. Mais c'était une mère héroïque, et elle se ressouvint de ce qu'elle était montée faire. « Votre oncle, le colonel, nous envoie le major Bourroche, avec un billet écrit au crayon pour nous demander si nous ne pourrions pas laisser installer ici une ambulance. Il sait que nous avons de la place dans la fabrique, et j'ai déjà mis la cour et le séchoir à la disposition de ces messieurs. Seulement, vous devriez descendre. »« Oh, tout de suite, dit Henriette, qui se rapprocha. « Nous allons aider. » Gilberte, elle-même, se montra très émue, très passionnée pour ce rôle nouveau d'infirmière. Elle prit à peine le temps de nouer sur ses cheveux une dentelle, et les 3 femmes descendirent. En bas, comme elles arrivaient sous le vaste porche, elles virent un rassemblement dans la rue, par la porte ouverte à 2 battants. Une voiture basse arrivait lentement, une sorte de carriole attelée d'un seul cheval, qu'un lieutenant de zouaves conduisait par la bride. Et elles crurent que c'était un premier blessé qu'on leur amenait. « Oui, c'est ici, entrez !» Mais on les détrompa. Le blessé qui se trouvait couché au fond de la carriole était le maréchal de Mac-Mahon, la fesse gauche à demi emportée, et que l'on ramenait à la sous-préfecture après lui avoir fait un premier pansement, dans une petite maison de jardinier. Il était nu-tête, à moitié dévêtu, les broderies d'or de son uniforme salies de poussière et de sang. Sans parler, il avait levé la tête, il regardait d'un air vague. Puis, ayant aperçu les 3 femmes, saisi, les mains jointes devant ce grand malheur qui passait, l'armée tout entière, frappée dans son chef, dès les premiers obus, il inclina légèrement la tête avec un faible et paternel sourire. Autour de lui, quelques curieux s'étaient découverts. D'autres, affairés, racontaient déjà que le général Ducrot venait d'être nommé général en chef. Il était 7h30. « Et l'empereur ?» demanda Henriette à un libraire, debout devant sa porte. « Il y a près d'1 heure qu'il est passé, » répondit le voisin. « Je l'ai accompagné, je l'ai vu sortir par la porte de Ballan. Le bruit court qu'un boulet lui a emporté la tête. » Mais l'épicier d'en face se fâchait. « Laissez donc, de mensonges. Il n'y a que les braves gens qui y laisseront la peau. » Vers la place du collège, la carriole qui emportait le maréchal se perdait au milieu de la foule grossie, parmi laquelle circulaient déjà les plus extraordinaires nouvelles du champ de bataille. Le brouillard se dissipait, les rues s'emplissaient de soleil. Mais une voix rude cria de la cour. « Mesdames, ce n'est pas dehors, c'est ici qu'on a besoin de vous. » Elles rentrèrent toutes 3. Elles se trouvèrent devant le major Bourroche, qui avait déjà jeté dans un coin son uniforme pour revêtir son grand tablier blanc. Sa tête énorme aux durs cheveux hérissés, son mufle de lion flambait de hâte et d'énergie au-dessus de toute cette blancheur encore sans tache. Et il leur apparut si terrible qu'elles lui appartinrent du coup, obéissant à un signe, se bousculant pour le satisfaire. « Nous n'avons rien. Donnez-moi du linge. Tâchez de trouver encore des matelas. Montrez à mes hommes où est la pompe. » Elles coururent, se multiplièrent, ne furent plus que ses servantes. C'était un très bon choix que la fabrique pour une ambulance. Il y avait là sur tout le séchoir une immense salle fermée par de grands vitrages, où l'on pouvait installer aisément une centaine de lits, et à côté se trouvait un hangar
sous lequel on allait être à merveille pour faire les opérations. Une longue table venait d'y être apportée, la pompe n'était qu'à quelques pas, les petits blessés pourraient attendre sur la pelouse voisine. Puis, cela était vraiment agréable, ces beaux ormes séculaires qui donnaient une ombre délicieuse. Bourroche avait préféré s'établir tout de suite dans Sedan, prévoyant le massacre, l'effroyable poussée qui allait y jeter les troupes. Il s'était contenté de laisser près du 7e corps, en arrière de Floing, 2 ambulances volantes et de premiers secours, d'où l'on devait lui envoyer les blessés après les avoir pansés sommairement. Toutes les escouades de brancardiers étaient là-bas, chargées de ramasser sous le feu les hommes qui tombaient, ayant avec elles le matériel des voitures et des fourgons. Et Bourroche, sauf 2 de ses aides restés sur le champ de bataille, avait amené son personnel, 2 majors de seconde classe et 3 sous-aides, qui, sans doute, suffiraient aux opérations. En outre, il y avait là 3 pharmaciens et une douzaine d'infirmiers. Mais il ne décolérait pas, ne pouvant rien faire sans passion. « Qu'est-ce que vous fichez donc ? Serrez-moi ces matelas davantage. On mettra de la paille dans ce coin, si c'est nécessaire. » Le canon grondait. Il savait bien que d'un instant à l'autre, la besogne allait arriver, des voitures pleines de chair saignante. Et il installait violemment la grande salle encore vide. Puis, sous le hangar, ce furent d'autres préparatifs. Les caisses de pansements et de pharmacie rangées, ouvertes sur une planche, des paquets de charpies, des bandes, des compresses, des linges, des appareils à fracture. Tandis que, sur une autre planche, à côté d'un grand pot de Cérat et d'un flacon de chloroforme, les trousses s'étalaient, l'acier clair des instruments, les sondes, les pinces, les couteaux, les ciseaux, les scies, un arsenal, toutes les formes aiguës et coupantes de ce qui fouille, entaille, tranche, abat. Mais les cuvettes manquaient. Vous avez bien des terrines, des seaux, des marmites, enfin ce que vous voudrez. Nous n'allons pas nous barbouiller de sang, jusqu'au nez, bien sûr. Et des éponges, tâchez de m'avoir des éponges. Madame de la Herche se hâta, revint suivie de 3 servantes, les bras chargés de toutes les terrines qu'elle avait pu trouver. Debout devant les trousses, Gilberte avait appelé Henriette d'un signe, en les lui montrant avec un léger frisson. Toutes 2 se prirent la main, restèrent là, silencieuses, mettant dans leur étreinte la sourde terreur, la pitié anxieuse qui les bouleversait. « Hein, ma chère, dire qu'on pourrait vous couper quelque chose ?» Pauvres gens. Sur la grande table, Bourroche venait de faire placer un matelas qu'il garnissait d'une toile cirée lorsqu'un piétinement de chevaux se fit entendre sous le porche. C'était une première voiture d'ambulance qui entra dans la cour. Mais elle ne contenait que 10 petits blessés, assis face à face, la plupart ayant un bras en écharpe, quelques-uns atteints à la tête, le front bandé. Ils descendirent, simplement soutenus, et la visite commença. Comme Henriette aidait doucement un soldat tout jeune, l'épaule traversée d'une balle, à retirer sa capote, ce qui lui arrachait des cris, elle remarqua le numéro de son régiment. « Mais vous êtes du 106e ? Est-ce que vous appartenez à la compagnie Baudouin ?» Non, il était de la compagnie Raveau. Mais il connaissait tout de même le caporal Jean Macquart. Il crut pouvoir dire que l'escouade de celui-ci n'avait pas encore été engagée. Et ce renseignement, si vague, suffit pour donner de la joie à la jeune femme. Son frère vivait. Elle serait tout à fait soulagée lorsqu'elle aurait embrassé son mari, qu'elle continuait à attendre d'une minute à l'autre. À ce moment, Henriette, ayant levé la tête, fut saisie d'apercevoir, à quelques pas d'elle, au milieu d'un groupe, de la Herche, racontant les terribles dangers qu'il venait de courir, de Bazeilles à Sedan. Comment se trouvait-il là ? Elle ne l'avait pas vu entrer. « Et mon mari n'est pas avec vous ?» Mais de la Herche, que sa mère et sa femme questionnaient complaisamment, ne se hâtait point. « Attendez, tout à l'heure. » Puis, reprenant son récit. « De Bazeilles à Ballan, j'ai failli être tué 20 fois. Une grêle, un ouragan de balles et d'obus. Et j'ai rencontré l'empereur. Oh, très brave. Ensuite, de Ballan ici, j'ai pris ma course. » Henriette lui secoua le bras. « Mon mari ?»« Weiss, mais il est resté là-bas, Weiss. »« Comment, là-bas ?
Oui, il a ramassé le fusil d'un soldat mort. Il se bat. » »« Il se bat ? Pourquoi donc ? » ?»« Oh, un enragé. Jamais il n'a voulu me suivre, et je l'ai lâché, naturellement. » Les yeux fixes, élargis, Henriette le regardait. Il y eut un silence. Puis, tranquillement, elle se décida. « C'est bon, j'y vais. » Elle y allait ? Comment ? Mais c'était impossible, c'était fou. De la Herche reparlait des balles, des obus qui balayaient la route. Gilberte lui avait repris les mains pour la retenir, tandis que madame de la Herche s'épuisait aussi à lui démontrer l'aveugle témérité de son projet. De son air doux et simple, elle répéta « Non, c'est inutile, j'y vais. » Et elle s'obstina, n'accepta que la dentelle noire que Gilberte avait sur la tête. Espérant encore la convaincre, de la Herche finit par déclarer qu'il l'accompagnerait, au moins jusqu'à la porte de Ballan. Mais il venait d'apercevoir le factionnaire qui, au milieu de la bousculade causée par l'installation de l'ambulance, n'avait pas cessé de marcher à petits pas devant la remise, où se trouvait enfermé le trésor du 7e corps. Et il se souvint, il fut pris de peur, il alla s'assurer d'un coup d'œil que les millions étaient toujours là. Henriette, déjà, s'engageait sous le porche. « Attendez-moi donc, vous êtes aussi enragé que votre mari, ma parole. » D'ailleurs, une nouvelle voiture d'ambulance entrait. Ils durent la laisser passer. Celle-ci, plus petite, à 2 roues seulement, contenait 2 grands blessés, couchés sur des sangles. Le premier qu'on descendit, avec toutes sortes de précautions, n'était plus qu'une masse de chair sanglante, une main cassée, le flanc labouré par un éclat d'obus. Le second avait la jambe droite broyée. Et tout de suite, Bourroche, faisant placer celui-ci sur la toile cirée du matelas, commença la première opération, au milieu du continuel va-et-vient des infirmiers et de ses aides. Madame de la Herche et Gilberte, assises près de la pelouse, roulaient des bandes. Dehors, de la Herche avait rattrapé Henriette. « Voyons, ma chère Madame Weiss, vous n'allez pas faire cette folie. Comment voulez-vous rejoindre Weiss là-bas ? Il ne doit même plus y être. Il s'est sans doute jeté à travers champs pour revenir. Je vous assure que Bazeilles est inabordable. » Mais elle ne l'écoutait pas, marchait plus vite, s'engageait dans la rue du Ménil pour gagner la porte de Ballan. Il était près de 9 heures, et Sedan n'avait plus le frisson noir du matin, le réveil désert et tâtonnant dans l'épais brouillard. Un soleil lourd découpait nettement les ombres des maisons, le pavé s'encombrait d'une foule anxieuse que traversaient de continuels galops d'estafettes. Des groupes surtout se formaient autour des quelques soldats sans armes qui étaient rentrés déjà, les uns blessés légèrement, les autres dans une exaltation nerveuse extraordinaire, gesticulant et criant. Et pourtant, la ville avait encore eu à peu près son aspect de tous les jours, sans les boutiques aux volets clos, sans les façades mortes, où pas une persienne ne s'ouvrait. Puis, c'était ce canon continu, dont toutes les pierres, le sol, les murs, jusqu'aux ardoises des toits, tremblaient. De la Herche était en proie à un combat intérieur fort désagréable, partagé entre son devoir d'homme brave, qui lui commandait de ne pas quitter Henriette, et sa terreur de refaire le chemin de Bazeilles sous les obus. Tout d'un coup, comme ils arrivaient à la porte de Ballan, un flot d'officiers à cheval, qui rentraient, les sépara. Des gens s'écrasaient près de cette porte, attendant des nouvelles. Vainement, il courut, chercha la jeune femme. Elle devait être hors de l'enceinte, hâtant le pas sur la route. Et, sans pousser le zèle plus loin, il se surprit à dire tout haut : « Ah, tant pis, c'est trop bête. » Alors, de la Herche flâna dans Sedan, en bourgeois curieux qui ne voulait rien perdre du spectacle, travaillé cependant d'une inquiétude croissante. Qu'est-ce que tout cela allait devenir ? Et si l'armée était battue, la ville n'aurait-elle pas à souffrir beaucoup ? Les réponses à ces questions qu'il se posait restaient obscures, trop dépendantes des événements. Mais il n'en commençait pas moins à trembler pour sa fabrique, son immeuble de la rue Macquart, d'où il avait du reste déménagé toutes ses valeurs, enfouies en un lieu sûr. Il se rendit à l'hôtel de ville, y trouva le conseil municipal siégeant en permanence, s'y oublia longtemps, sans rien apprendre de nouveau, sinon que la bataille tournait fort mal. L'armée ne savait plus à qui obéir.
rejeté en arrière par le général Ducrot pendant les 2 heures où il avait eu le commandement, ramené en avant par le général de Wimpfen, qui venait de lui succéder. Et ces oscillations incompréhensibles, ces positions qu'il fallait reconquérir après les avoir abandonnées, toute cette absence de plan et d'énergique direction précipitait le désastre. Puis, de la Herche poussa jusqu'à la sous-préfecture pour savoir si l'empereur n'avait pas reparu. On ne put lui donner que des nouvelles du maréchal de MacMahon, dont un chirurgien avait pensé la blessure peu dangereuse et qui était tranquillement dans son lit. Mais, vers 11 heures, comme il battait de nouveau le pavé, il fut arrêté un instant dans la grande-rue devant l'hôtel de l'Europe, par un lent cortège, des cavaliers couverts de poussière dont les mornes chevaux marchaient au pas. Et, à la tête, il reconnut l'empereur, qui rentrait, après avoir passé 4 heures sur le champ de bataille. La mort n'avait pas voulu de lui, décidément. Sous la sueur d'angoisse de cette marche au travers de la défaite, le fard s'en était allé des joues, les moustaches cirées s'étaient amollies, pendantes. La face terreuse avait pris l'hébétement douloureux d'une agonie. Un officier, qui descendit devant l'hôtel, se mit à expliquer au milieu d'un groupe la route parcourue. De la Moncelle à Givonne, tout le long de la petite vallée, parmi les soldats du premier corps que les Saxons avaient refoulés sur la rive droite du ruisseau. Et l'on était revenu par le chemin creux du fond de Givonne, dans un tel encombrement déjà, que même si l'empereur avait désiré retourner sur le front des troupes, il n'aurait pu le faire que très difficilement. D'ailleurs, à quoi bon? Comme de la Herche écoutait ces détails, une détonation violente ébranla le quartier. C'était un obus qui venait de démolir une cheminée, rue Sainte-Barbe, près du donjon. Il y eut un sauve-qui-peut, des cris de femmes s'élevèrent. Lui s'était collé contre un mur, lorsqu'une nouvelle détonation brisa les vitres d'une maison voisine. Cela devenait terrible, si l'on bombardait Sedan. Et il rentra au pas de course rue Macquart. Il fut pris d'un tel besoin de savoir qu'il ne s'arrêta point, monta vivement sur les toits, ayant là-haut une terrasse d'où l'on dominait la ville et les environs. Tout de suite, il fut un peu rassuré. Le combat avait lieu par-dessus la ville. Les batteries allemandes de la Marfée et de Frénois allaient, au-delà des maisons, balayer le plateau de l'Algérie. Et il s'intéressa même au vol des obus, à la courbe immense de légère fumée qu'ils laissaient sur Sedan, pareille à des oiseaux invisibles au fin sillage de plumes grises. Il lui parut d'abord évident que les quelques obus qui avaient crevé des toitures, autour de lui, étaient des projectiles égarés. On ne bombardait pas encore la ville. Puis, en regardant mieux, il crut comprendre qu'ils devaient être des réponses aux rares coups tirés par les canons de la place. Il se tourna, examina vers le nord, la citadelle, tout cet amas compliqué et formidable de fortifications, les pans de murailles noirâtres, les plaques vertes des glacis, un pullulement géométrique de bastions, surtout les 3 cornes géantes, celles des Écossais, du Grand Jardin et de la Rochette, aux angles menaçants. Et c'était ensuite, comme un prolongement cyclopéen, du côté de l'ouest, le fort de Nassau, que suivait le fort du Palatinat, au-dessus du faubourg du Ménil. Il en eut à la fois une impression mélancolique d'énormité et d'enfantillage. À quoi bon, maintenant, avec ces canons, dont les projectiles volaient si aisément d'un bout du ciel à l'autre? La place, d'ailleurs, n'était pas armée, n'avait ni les pièces nécessaires, ni les munitions, ni les hommes. Depuis 3 semaines à peine, le gouverneur avait organisé une garde nationale, des citoyens de bonne volonté qui devaient servir les quelques pièces en état. Et c'était ainsi qu'au Palatinat, 3 canons tiraient, tandis qu'il y en avait bien une demi-douzaine à la porte de Paris. Seulement, on n'avait que 7 ou 8 gargousses à brûler par pièce. On ménageait les coups, on n'en lâchait qu'un par demi-heure, et pour l'honneur simplement, car les obus ne partaient pas, tombaient dans les prairies en face. Aussi, dédaigneuses, les batteries ennemies ne répondaient-elles que de loin en loin, comme par charité. Là-bas, ce qui intéressait de la Herche, c'étaient ses batteries. Il fouillait de ses yeux vifs les coteaux de la Marfée.
lorsqu'il eut l'idée de la lunette d'approche qu'il s'amusait autrefois à braquer sur les environs du haut de la terrasse. Il descendit la chercher, remonta, l'installa, et comme il s'orientait, faisant à petits mouvements défiler les terres, les arbres, les maisons, il tomba au-dessus de la grande batterie de Frénois sur le groupe d'uniformes que Weiss avait deviné de Bazeilles, à l'angle d'un bois de pin. Mais lui, grâce au grandissement, aurait compté les officiers de cet état-major, tellement il les voyait avec netteté. Plusieurs étaient à demi couchés dans l'herbe. D'autres, debout, formaient des groupes. Et, en avant, il y avait un homme seul, l'air sec et mince, à l'uniforme sans éclat, dans lequel, pourtant, il sentit le maître. C'était bien le roi de Prusse, à peine haut comme la moitié du doigt, un de ces minuscules soldats de plomb, des jouets d'enfants. Il n'en fut du reste certain que plus tard, il ne l'avait plus quitté de l'œil, revenant toujours à cet infiniment petit, dont la face, grosse comme une lentille, ne mettait qu'un point blême sous le vaste ciel bleu. Il n'était pas midi encore, le roi constatait la marche mathématique, inexorable de ses armées, depuis 9 heures. Elles allaient toujours selon les chemins tracés, complétant le cercle, refermant pas à pas autour de Sedan leurs murailles d'hommes et de canons. Celle de gauche, venue par la plaine rase de Donchéry, continuait à déboucher du défilé de Saint-Albert, dépassait Saint-Mange, commençait à gagner Fleigneux. Et il voyait distinctement, derrière le 11e corps violemment aux prises avec les troupes du général Douai, se couler le 5e corps qui profitait des bois pour se diriger sur le calvaire d'Illy. Tandis que des batteries s'ajoutaient aux batteries, une ligne de pièces tonnantes sans cesse prolongée, l'horizon entier peu à peu en flammes. L'armée de droite occupait désormais tout le vallon de la Givonne. Le 12e corps s'était emparé de la Moncelle, la garde venait de traverser Denis, remontant déjà le ruisseau, en marche également vers le calvaire, après avoir forcé le général Ducrot à se replier derrière le bois de la Garenne. Encore un effort, et le prince royal de Prusse donnerait la main au prince royal de Saxe, dans ses champs nus, à la lisière même de la forêt des Ardennes. Au sud de la ville, on ne voyait plus Bazeilles, disparu dans la fumée des incendies, dans la fauve poussière d'une lutte enragée. Et le roi, tranquille, regardait, attendait depuis le matin. 1 heure, 2 heures encore, peut-être 3. Ce n'était qu'une question de temps. Un rouage poussait l'autre. La machine à broyer était en branle et achèverait sa course. Sous l'infini du ciel ensoleillé, le champ de bataille se rétrécissait. Toute cette mêlée furieuse de points noirs se culbutait, se tassait de plus en plus autour de Sedan. Des vitres luisaient dans la ville, une maison semblait brûler. À gauche, vers le faubourg de la Cassine. Puis, au-delà, dans les champs redevenus déserts, du côté de Donchéry et du côté de Carignan, c'était une paix chaude et lumineuse, les eaux claires de la Meuse, les arbres heureux de vivre, les grandes terres fécondes, les larges prairies vertes, sous l'ardeur puissante de midi. D'un mot, le roi avait demandé un renseignement. Sur l'échiquier colossal, il voulait savoir et tenir dans sa main cette poussière d'hommes qu'il commandait. À sa droite, un vol d'hirondelles, effrayé par le canon, tourbillonna, s'enleva très haut, se perdit vers le sud. Chapitre 4. Sur la route de Ballan, Henriette d'abord put marcher d'un pas rapide. Il n'était guère plus de 9 heures. La chaussée large, bordée de maisons et de jardins, se trouvait libre encore, obstruée pourtant de plus en plus, à mesure qu'on approchait du bourg, par les habitants qui y fuyaient et par des mouvements de troupes. À chaque nouveau flot de foule, elle se serrait contre les murs, elle se glissait, passait quand même. Et mince, effacée dans sa robe sombre, ses beaux cheveux blonds et sa petite face pâle, à demi disparue sous le fichu de dentelle noire, elle échappait au regard. Rien ne ralentissait son pas léger et silencieux. Mais, à Ballan, un régiment d'infanterie de marine barrait la route. C'était une masse compacte d'hommes attendant des ordres, à l'abri des grands arbres qui les cachaient.
Elle se haussa sur les pieds, n'en vit pas la fin. Cependant, elle essaya de se faire plus petite encore, de se faufiler. Des coudes la repoussaient. Elle sentait dans ses flancs les crosses des fusils. Au bout de 20 pas, des cris, des protestations s'élevèrent. Un capitaine tourna la tête et s'emporta. « Hé, la femme, êtes-vous folle ? Où allez-vous ?»« Je vais à Bazeilles. »« Comment, à Bazeilles ?» Ce fut un éclat de rire général. On se la montrait, on plaisantait. Le capitaine, égayé lui aussi, venait de reprendre. « À Bazeilles, ma petite, vous devriez bien nous y emmener avec vous. Nous y étions tout à l'heure. J'espère que nous allons y retourner. Mais je vous avertis qu'il n'y fait pas froid. »« Je vais à Bazeilles rejoindre mon mari, » déclara Henriette de sa voix douce, tandis que ses yeux d'un bleu pâle gardaient leur tranquille décision. On cessa de rire. Un vieux sergent la dégagea, la força de retourner en arrière. « Ma pauvre enfant, vous voyez bien qu'il vous est impossible de passer. Ce n'est pas l'affaire d'une femme d'aller à Bazeilles en ce moment. Vous le retrouverez plus tard, votre mari. Voyons, soyez raisonnable. » Elle dut céder. Elle s'arrêta, debout, se haussant à chaque minute, regardant au loin, dans l'entêtée résolution de continuer sa route. Ce qu'elle entendait dire autour d'elle la renseignait. Des officiers se plaignaient amèrement de l'ordre de retraite qui leur avait fait abandonner Bazeilles dès 8h15, lorsque le général Ducrot, succédant au maréchal, s'était avisé de vouloir concentrer toutes les troupes sur le plateau d'Illy. Le pis était que, le premier corps ayant reculé trop tôt, livrant le vallon de la Givonne aux Allemands, le 12e corps, attaqué déjà vivement de front, venait d'être débordé sur son flanc gauche. Puis, maintenant que le général de Wimpfen succédait au général Ducrot, le premier plan de nouveau l'emportait. L'ordre arrivait de réoccuper Bazeilles, coûte que coûte, pour jeter les Bavarois à la Meuse. N'était-ce pas imbécile de leur avoir fait abandonner une position qu'il leur fallait à cette heure reconquérir ? On voulait bien se faire tuer, mais pas pour le plaisir, vraiment. Il y eut un grand mouvement d'hommes et de chevaux. Le général de Wimpfen parut, debout sur ses étriers, la face ardente, la parole exaltée, criant « Mes amis, nous ne pouvons pas reculer. Ce serait la fin de tout. Si nous devons battre en retraite, nous irons sur Carignan et non sur Mézières. Mais nous vaincrons. Vous les avez battus ce matin. Vous les battrez encore. » Il galopa, s'éloigna par un chemin qui montait vers la Moncelle. Le bruit courait qu'il venait d'avoir avec le général Ducrot une discussion violente, chacun soutenant son plan, attaquant le plan contraire, l'un déclarant que la retraite par Mézières n'était plus possible depuis le matin, l'autre prophétisant qu'avant le soir, si l'on ne se retirait pas sur le plateau d'Illy, l'armée serait cernée. Et ils s'accusaient mutuellement de ne connaître ni le pays, ni la situation vraie des troupes. Le pis était qu'ils avaient tous les deux raison. Mais, depuis un instant, Henriette se trouvait distraite dans sa hâte d'avancer. Elle venait de reconnaître, échouée au bord de la route, toute une famille de Bazeilles, de pauvres tisserands, le mari, la femme avec 3 filles, dont la plus âgée n'avait que 9 ans. Ils étaient tellement brisés, tellement éperdus de fatigue et de désespoir, qu'ils n'avaient pu aller plus loin, tomber contre un mur. « Ah, ma chère dame !» répétait la femme à Henriette. « Nous n'avons plus rien. Vous savez, notre maison était sur la place de l'église. Alors, voilà qu'un obus y a mis le feu. Je ne sais pas comment les enfants et nous autres, nous n'y sommes pas restés. » Les 3 petites filles, à ce souvenir, se remirent à sangloter, en poussant des cris, tandis que la mère entrait dans les détails de leur désastre, avec des gestes fous. « J'ai vu le métier brûler comme un fagot de bois sec. Le lit, les meubles ont flambé plus vite que des poignées de paille. Et il y avait même la pendule, oui, la pendule que je n'ai pas eu le temps d'emporter dans mes bras. »« Tonnerre de bon Dieu !» jura l'homme, les yeux pleins de grosses larmes. « Qu'est-ce que nous allons devenir ?» Henriette, pour les calmer, leur dit simplement, d'une voix qui tremblait un peu. « Vous êtes ensemble, sains et saufs tous les deux, et vous avez vos fillettes. De quoi vous plaignez-vous » Puis, elle les questionna, voulut savoir ce qui se passait dans Bazeilles,
s'ils avaient vu son mari, comment ils avaient laissé sa maison à elle. Mais dans le grelottement de leur peur, les réponses étaient contradictoires. Non, ils n'avaient pas vu M. Weiss. Pourtant, une des petites filles cria qu'elle l'avait bien vu, elle, qu'il était sur le trottoir, avec un gros trou au milieu de la tête. Et son père lui allongea une claque, pour la faire taire, parce que, disait-il, elle mentait, à coup sûr. Quant à la maison, elle devait être debout, lorsqu'ils avaient fui. Même il se souvenait d'avoir remarqué, en passant, que la porte et les fenêtres étaient soigneusement closes, comme si pas une âme ne s'y fût trouvée. À ce moment-là, d'ailleurs, les Bavarois n'occupaient encore que la place de l'église, et il leur fallait prendre le village rue par rue, maison par maison. Seulement, ils avaient dû faire du chemin. Tout Bazeilles brûlait sans doute à cette heure. Et ces misérables gens continuaient à parler de ces choses avec des gestes tâtonnants d'épouvante, évoquant la vision affreuse, les toits qui flambaient, le sang qui coulait, les morts qui couvraient la terre. « Alors, mon mari » répéta Henriette. Il ne répondait plus, il sanglotait entre leurs mains jointes. Et elle resta dans une anxiété atroce, sans faiblir, debout, les lèvres seulement agitées d'un petit frisson. Que devait-elle croire ? Elle avait beau se dire que l'enfant s'était trompé, elle voyait son mari en travers de la rue, la tête trouée d'une balle. Puis c'était cette maison hermétiquement close qui l'inquiétait. Pourquoi ? Il ne s'y trouvait donc plus ? La certitude qu'il était tué lui glaça tout d'un coup le cœur. Mais peut-être n'était-il que blessé. Et le besoin d'aller là-bas, d'y être, la reprit si impérieusement qu'elle aurait tenté encore de se frayer un passage si, à cette minute, les clairons n'avaient sonné la marche en avant. Beaucoup de ces jeunes soldats arrivaient de Toulon, de Rochefort ou de Brest. À peine instruits, sans avoir jamais fait le coup de feu. Et, depuis le matin, ils se battaient avec une bravoure, une solidité de vétérans. Eux, qui, de Reims à Mouzon, avaient marché si mal, alourdis d'inaccoutumance, se révélaient comme les mieux disciplinés, les plus fraternellement unis d'un lien de devoir et d'abnégation devant l'ennemi. Les clairons n'avaient eu qu'à sonner, ils retournaient au feu, ils reprenaient l'attaque, malgré leur cœur gros de colère. 3 fois, on leur avait promis, pour les soutenir, une division qui ne venait pas. Ils se sentaient abandonnés, sacrifiés. C'était leur vie à tous qu'on leur demandait, en les ramenant ainsi sur Bazeilles, après le leur avoir fait évacuer. Et ils le savaient, et ils donnaient leur vie sans une révolte, serrant les rangs, quittant les arbres qui les protégeaient, pour rentrer sous les obus et les balles. Henriette eut un soupir de profond soulagement. Enfin, on marchait donc. Elle les suivit, espérant arriver avec eux, prête à courir, s'ils couraient. Mais, de nouveau, déjà, on s'était arrêté. À présent, les projectiles pleuvaient. Il allait falloir, pour réoccuper Bazeilles, reconquérir chaque mètre de la route, s'emparer des ruelles, des maisons, des jardins, à droite et à gauche. Les premiers rangs avaient ouvert le feu, on n'avançait plus que par saccades. Les moindres obstacles faisaient perdre de longues minutes. Jamais elle n'arriverait, si elle restait ainsi en queue attendant la victoire. Et elle se décida, se jeta à droite, entre 2 haies, dans un sentier qui descendait vers les prairies. Le projet d'Henriette fut alors d'atteindre Bazeilles par ces vastes prés bordant la Meuse. Cela, d'ailleurs, n'était pas très net en elle. Soudain, elle resta plantée, au bord d'une petite mer immobile qui, de ce côté-ci, lui barrait le chemin. C'était l'inondation, les terres basses changées en un lac de défense, auquel elle n'avait point songé. Un instant, elle voulut retourner en arrière, puis, au risque d'y laisser ses chaussures, elle continua, suivit le bord, dans l'herbe trempée où elle enfonçait jusqu'à la cheville. Pendant une centaine de mètres, ce fut praticable. Ensuite, elle buta contre le mur d'un jardin. Le terrain dévalait, l'eau battait le mur, profonde de 2 mètres. Impossible de passer.
Ses petits poings se serrèrent. Elle dut se raidir de toute sa force pour ne pas fondre en larmes. Après le premier saisissement, elle longea la clôture, trouva une ruelle qui filait entre les maisons éparses. Cette fois, elle se crut sauvée, car elle connaissait ce dédale, ces bouts de sentiers enchevêtrés, dont les chevaux aboutissaient tout de même au village. Là seulement, les obus tombaient. Henriette resta figée, très pâle, dans l'assourdissement d'une effrayante détonation, dont le coup de vent l'enveloppa. Un projectile venait d'éclater devant elle, à quelques mètres. Elle tourna la tête, examina les hauteurs de la rive gauche, d'où montaient les fumées des batteries allemandes. Et elle comprit, se remit en marche, les yeux fixés sur l'horizon, guettant les obus pour les éviter. La témérité folle de sa course n'allait pas sans un grand sang-froid, toute la tranquillité brave dont sa petite âme de bonne ménagère était capable. Elle voulait ne pas être tuée, retrouver son mari, le reprendre, vivre ensemble, heureux encore. Les obus ne cessaient plus. Elle filait le long des murs, se jetait derrière les bornes, profitait des moindres abris. Mais il se présenta un espace découvert, un bout de chemin défoncé, déjà couvert d'éclats. Et elle attendait, à l'encoignure d'un hangar, lorsqu'elle aperçut, devant elle, au ras d'une sorte de trou, la tête curieuse d'un enfant qui regardait. C'était un petit garçon de 10 ans, pieds nus, habillé d'une seule chemise et d'un pantalon en lambeaux, quelque rôdeur de route, très amusé par la bataille. Ses minces yeux noirs pétillaient et il s'exclamait d'allégresse à chaque détonation. « Oh, c'est qui ce rigolo ? Bougez pas, en v'là encore un qui s'amène. Boum ! A-t-il pété celui-là ? Bougez pas, bougez pas !» Et à chaque projectile, il faisait un plongeon au fond du trou, reparaissait, levait sa tête d'oiseau siffleur, pour replonger encore. Henriette remarqua alors que les obus venaient du Liri, tandis que les batteries du pont Maugis et de Noyer ne tiraient plus que sur ballon. Elle voyait très nettement la fumée, à chaque décharge. Puis, elle entendait presque aussitôt le sifflement que suivait la détonation. Il dut y avoir un court répit, des vapeurs légères se dissipaient lentement. « Pour sûr qu'ils boivent un coup !» cria le petit. « Vite, vite, donnez-moi la main, nous allons nous cavaler !» Il lui prit la main, la força à le suivre. Et tous deux galopèrent, côte à côte, pliant le dos, traversant ainsi l'espace découvert. Au bout, comme ils se jetaient derrière une meule et qu'ils se retournaient, ils virent de nouveau un obus arriver, tomber droit sur le hangar, à la place qu'ils occupaient tout à l'heure. Le fracas fut épouvantable, le hangar s'abattit. Du coup, une joie folle fit danser le gamin, qui trouvait ça très farce. « Bravo, en v'là de la casse, hein ? Tout de même, il était temps !» Mais, une seconde fois, Henriette se heurtait contre un obstacle infranchissable. Des murs de jardin, sans chemin aucun. Son petit compagnon continuait à rire, disait qu'on passait toujours, quand on le voulait bien. Il grimpa sur le chaperon d'un mur, l'aida ensuite à le franchir. D'un saut, ils se trouvèrent dans un potager, parmi des planches de haricots et de pois, des clôtures partout. Alors, pour en sortir, il leur fallut traverser une maison basse de jardinier. Lui, sifflant, les mains ballantes, allait le premier, ne s'étonnait de rien. Il poussa une porte, se trouva dans une chambre, passa dans une autre. Et il y avait une vieille femme. La seule âme restée là, sans doute. Elle semblait hébétée, debout près d'une table. Elle regarda ces deux personnes inconnues passer ainsi au travers de sa maison. Et elle ne leur dit pas un mot, et eux-mêmes ne lui adressèrent pas la parole. Déjà, de l'autre côté, ils ressortaient dans une ruelle, qu'ils purent suivre pendant un instant. Puis, d'autres difficultés se présentèrent. Ce fut de la sorte, durant près d'1 kilomètre, des murailles sautées, des haies franchies, une course qui coupait au plus court par les portes des remises, les fenêtres des habitations, selon le hasard de la route qu'ils parvenaient à se frayer. Des chiens hurlaient. Ils faillirent être renversés par une vache qui fuyait d'un galop furieux. Cependant, ils devaient approcher. Une odeur d'incendie leur arrivait, de grandes fumées rousses, telles que de légers crêpes flottants
voilait à chaque minute le soleil. Tout d'un coup, le garçon s'arrêta, se planta devant Henriette. « Dites donc, madame, comme ça, où donc allez-vous ? » ?»« Mais tu le vois, je vais à Bazeilles. » Il siffla. Il eut un de ces rires aigus de vaurien échappé de l'école qui se faisait du bon sang. « À Bazeilles ? Ah non, ce n'est pas mon affaire. Moi, je vas ailleurs. Bien le bonsoir. » Et il tourna sur les talons. Il s'en alla comme il était venu, sans qu'elle pût savoir d'où il sortait ni où il rentrait. Elle l'avait trouvé dans un trou. Elle le perdit des yeux au coin d'un mur. Et jamais plus elle ne devait le revoir. Quand elle fut seule, Henriette éprouva un singulier sentiment de peur. Ce n'était guère une protection, cet enfant chétif avec elle. Mais il l'étourdissait de son bavardage. Maintenant, elle tremblait. Elle, si naturellement courageuse. Les obus ne tombaient plus. Les Allemands avaient cessé de tirer sur Bazeilles, dans la crainte, sans doute, de tuer les leurs, maîtres du village. Seulement, depuis quelques minutes, elle entendait des balles siffler, ce bourdonnement de grosses mouches dont on lui avait parlé et qu'elle reconnaissait. Au loin, c'était une confusion telle de toutes les rages qu'elle ne distinguait même pas le bruit de la fusillade dans la violence de cette clameur. Comme elle tournait l'angle d'une maison, il y eut, près de son oreille, un bruit mat, une chute de plâtre, qui la firent s'arrêter net. Une balle venait d'écorner la façade. Elle en restait toute pâle. Puis, avant qu'elle se fût demandé si elle aurait le courage de continuer, elle reçut au front comme un coup de marteau. Elle tomba sur les deux genoux, étourdie. Une seconde balle, qui ricochait, l'avait effleurée un peu au-dessus du sourcil gauche, en ne laissant là qu'une forte meurtrissure. Quand elle eut porté les deux mains à son front, elle les retira rouges de sang. Mais elle avait senti le crâne solide, intact, sous les doigts, et elle répéta tout haut pour s'encourager. « Ce n'est rien, ce n'est rien. Voyons, je n'ai pas peur, non, je n'ai pas peur. » Et c'était vrai. Elle se releva, elle marcha dès lors parmi les balles avec une insouciance de créature dégagée d'elle-même, qui ne raisonne plus, qui donne sa vie. Elle ne cherchait même plus à se protéger, allant tout droit, la tête haute, n'allongeant le pas que dans le désir d'arriver. Les projectiles s'écrasaient autour d'elle, 20 fois elle manqua d'être tuée, sans paraître le savoir. Sa hâte légère, son activité de femme silencieuse semblait l'aider, la faire passer si fine, si souple dans le péril, qu'elle y échappait. Elle était enfin à Bazeilles. Elle coupa au milieu d'un champ de luzerne pour rejoindre la route, la grande rue qui traverse le village. Comme elle y débouchait, elle reconnut sur la droite, à 200 pas, sa maison qui brûlait, sans qu'on vît les flammes au grand soleil, le toit à demi effondré déjà, les fenêtres vomissant des tourbillons de fumée noire. Alors, un galop l'emporta, elle courut à perdre haleine. Weiss, dès 8 heures, s'était trouvé enfermé là, séparé des troupes qui se repliaient. Tout de suite, le retour à Sedan était devenu impossible, car les Bavarois, débordant par le parc de Montivilliers, avaient coupé la ligne de retraite. Il était seul, avec son fusil et les cartouches qui lui restaient, lorsqu'il aperçut devant sa porte une dizaine de soldats, demeurés comme lui en arrière, isolés de leurs camarades, cherchant des yeux un abri pour vendre au moins chèrement leur peau. Vivement, il descendit leur ouvrir, et la maison dès lors eut une garnison, un capitaine, un caporal, 8 hommes, tous hors d'eux, enragés, résolus à ne pas se rendre. « Tiens, Laurent, vous en êtes !» s'écria Weiss, surpris de voir parmi eux un grand garçon maigre qui tenait un fusil, ramassé à côté de quelques cadavres. Laurent, en pantalon et en veste de toile bleue, était un garçon jardinier du voisinage, âgé d'une 30aine d'années, et qui avait perdu récemment sa mère et sa femme, emportés par la même mauvaise fièvre. « Pourquoi donc que je n'en serais pas ?» répondit-il. « Je n'ai que ma carcasse. Je puis bien la donner. Et puis, vous savez, ça m'amuse, à cause que je ne tire pas mal et que ça va être drôle d'en démolir un à chaque coup de ces bougres-là.
Déjà, le capitaine et le caporal inspectaient la maison. Rien à faire du rez-de-chaussée. On se contenta de pousser les meubles contre la porte et les fenêtres pour les barricader le plus solidement possible. Ce fut ensuite dans les 3 petites pièces du premier étage et dans le grenier qu'ils organisèrent la défense, approuvant du reste les préparatifs déjà faits par Weiss, les matelas garnissant les persiennes, les meurtrières ménagées de place en place entre les lames. Comme le capitaine se hasardait à se pencher pour examiner les alentours, il entendit des cris, des larmes d'enfant. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-il. Weiss revit alors, dans la teinturerie voisine, le petit Auguste malade, la face pourpre de fièvre entre ses draps blancs, demandant à boire, appelant sa mère, qui ne pouvait plus lui répondre, gisante sur le carreau, la tête broyée. Et à cette vision, il eut un geste douloureux. Il répondit « Un pauvre petit dont un obus a tué la mère, et qui pleure, là, à côté. »« Tonnerre de Dieu !» murmura Laurent, « ce qu'il va falloir leur faire payer tout ça !» Il n'arrivait encore dans la façade que des balles perdues. Weiss et le capitaine, accompagnés du garçon jardinier et de 2 hommes, étaient montés dans le grenier, d'où ils pouvaient mieux surveiller la route. Ils la voyaient obliquement, jusqu'à la place de l'église. Cette place était maintenant au pouvoir des Bavarois. Mais ils n'avançaient toujours qu'avec beaucoup de peine et une extrême prudence. Au coin d'une ruelle, une poignée de fantassins les tint encore en échec pendant près d'1 quart d'heure, d'un feu tellement nourri que les morts s'entassaient. Ensuite, ce fut une maison, à l'autre encoignure, dont ils durent s'emparer avant de passer outre. Par moments, dans la fumée, on distinguait une femme avec un fusil, tirant d'une des fenêtres. C'était la maison d'un boulanger. Des soldats s'y trouvaient oubliés, mêlés aux habitants. Et, la maison prise, il y eut des cris, une effroyable bousculade roula jusqu'au mur d'en face. Un flot dans lequel apparut la jupe de la femme, une veste d'homme, des cheveux blancs hérissés. Puis, un feu de peloton gronda, du sang jaillit jusqu'au chaperon du mur. Les Allemands étaient inflexibles. Toute personne prise les armes à la main, n'appartenant point aux armées belligérantes, était fusillée sur l'heure, comme coupable de s'être mise en dehors du droit des gens. Devant la furieuse résistance du village, leur colère montait, et les pertes effroyables qu'ils éprouvaient depuis bientôt 5 heures les poussaient à d'atroces représailles. Les ruisseaux coulaient rouges, les morts barraient la route, certains carrefours n'étaient plus que des charniers, d'où s'élevaient des râles. Alors, dans chaque maison, qu'ils emportaient de haute lutte, on les vit jeter de la paille enflammée. D'autres couraient avec des torches, d'autres badigeonnaient les murs de pétrole. Et bientôt, des rues entières furent en feu. Bazeille flamba. Cependant, au milieu du village, il n'y avait plus que la maison de Weiss, avec ses persiennes closes, qui gardait son air menaçant de citadelle, résolu à ne pas se rendre. « Attention, les voici !» cria le capitaine. Une décharge, partie du grenier du premier étage, coucha par terre 3 des Bavarois qui s'avançaient en rasant les murs. Les autres se replièrent, s'embusquèrent à tous les angles de la route. Et le siège de la maison commença. Une telle pluie de balles fouetta la façade qu'on aurait dit un ouragan de grêle. Pendant près de 10 minutes, cette fusillade ne cessa pas, trouant le plâtre, sans faire grand mal. Mais un des hommes que le capitaine avait pris avec lui dans le grenier, ayant commis l'imprudence de se montrer à une lucarne, fut tué raide, d'une balle en plein front. « Nom d'un chien ! Un de moins !» gronda le capitaine. « Méfiez-vous donc, nous ne sommes pas assez pour nous faire tuer par plaisir. » Lui-même avait pris un fusil, et il tirait, abrité derrière un volet. Mais Laurent, le garçon jardinier, faisait surtout son admiration. À genoux, le canon de son chasse-peau appuyé dans l'étroite fente d'une meurtrière, comme à l'affût, il ne lâchait un coup qu'en toute certitude. Et il en annonçait même le résultat à l'avance. « Au petit officier bleu, là-bas, dans le cœur. À l'autre, plus loin, le grand sec, entre les 2 yeux. Au gros qui a une barbe rousse et qui m'embête, dans le ventre. » Et chaque fois,
l'homme tombait, foudroyé, frappé à l'endroit qu'il désignait. Et lui continuait paisiblement, ne se hâtait pas, ayant de quoi faire, disait-il, car il lui aurait fallu du temps pour les tuer tous de la sorte, un à un. « Ah, si j'avais des yeux !» répétait furieusement Weiss. Il venait de casser ses lunettes, il en était désespéré. Son binocle lui restait, mais il n'arrivait pas à le faire tenir solidement sur son nez, dans la sueur qui lui inondait la face. Et souvent, il tirait au hasard, enfiévré, les mains tremblantes. Toute une passion croissante emportait son calme ordinaire. « Ne vous pressez pas, ça ne sert absolument à rien, disait Laurent. Tenez, visez-le avec soin. Celui qui n'a plus de casque, au coin de l'épicier. Mais c'est très bien, vous lui avez cassé la patte, et le voilà qui gigote dans son sang. » Weiss, un peu pâle, regardait. Il murmura. « Finissez-le. »« Gâcher une balle ? Ah, non, par exemple. Vaut mieux en démolir un autre. » Les assaillants devaient avoir remarqué ce tir redoutable qui partait des lucarnes du grenier. Pas un homme ne pouvait avancer sans rester par terre. Aussi firent-ils entrer en ligne des troupes fraîches, avec l'ordre de cribler de balles la toiture. Dès lors, le grenier devint intenable. Les ardoises étaient percées aussi aisément que de minces feuilles de papier. Les projectiles pénétraient de toutes parts, ronflant comme des abeilles. À chaque seconde, on courait le risque d'être tué. « Descendons, dit le capitaine. On peut tenir encore au premier. » Mais, comme il se dirigeait vers l'échelle, une balle l'atteignit dans l'aine et le renversa. « Trop tard, nom d'un chien !» Weiss et Laurent, aidés du soldat qui restait, s'entêtèrent à le descendre, bien qu'il leur criât de ne pas perdre leur temps à s'occuper de lui. Il avait son compte. Il pouvait tout aussi bien crever en haut qu'en bas. Pourtant, dans une chambre du premier étage, lorsqu'on l'eut couché sur un lit, il voulut encore diriger la défense. « Tirez dans le tas, ne vous occupez pas du reste. Tant que votre feu ne se ralentira point, ils sont bien trop prudents pour se risquer. » En effet, le siège de la petite maison continuait, s'éternisait. 20 fois, elle avait paru devoir être emportée dans la tempête de fer dont elle était battue. Et sous les rafales, au milieu de la fumée, elle se montrait de nouveau debout, trouée, déchiquetée, crachant quand même des balles par chacune de ses fentes. Les assaillants, exaspérés d'être arrêtés si longtemps et de perdre tant de monde, devant une pareille bicoque, hurlaient, tiraillaient à distance, sans avoir l'audace de se ruer pour enfoncer la porte et les fenêtres, en bas. « Attention !» cria le caporal. « Voilà une persienne qui tombe !» La violence des balles venait d'arracher une persienne de ses gonds. Mais Weiss se précipita, poussa une armoire contre la fenêtre. Et Laurent, embusqué derrière, put continuer son tir. Un des soldats gisait à ses pieds, la mâchoire fracassée, perdant beaucoup de sang. Un autre reçut une balle dans la gorge, roula jusqu'au mur, où il râla sans fin avec un frisson convulsif de tout le corps. Il n'était plus que 8, en ne comptant pas le capitaine qui, trop affaibli pour parler, adossé au fond du lit, donnait encore des ordres par gestes. De même que le grenier, les 3 chambres du premier étage commençaient à devenir intenables, car les matelas en lambeaux n'arrêtaient plus les projectiles. Des éclats de plâtre sautaient des murs et du plafond, les meubles s'écornaient, les flancs de l'armoire se fendaient comme sous des coups de hache. Et le pis était que les munitions allaient manquer. « Est-ce dommage ?» grogna Laurent. « Ça marche si bien ?» Weiss eut une idée brusque. « Attendez !» Il venait de songer aux soldats morts, là-haut, dans le grenier, et il monta, le fouilla pour prendre les cartouches qu'il devait avoir. Tout un pan de la toiture s'était effondré. Il vit le ciel bleu, une nappe de gaie lumière qui l'étonna. Pour ne pas être tué, il se traînait sur les genoux. Puis, lorsqu'il tint les cartouches, une trentaine encore, il se hâta, redescendit au galop. Mais en bas, comme il partageait cette provision nouvelle avec le garçon jardinier, un soldat jeta un cri, tomba sur le ventre. Il n'était plus que 7. Et, tout de suite, ils ne furent plus que 6, le caporal ayant reçu, dans l'œil gauche, une balle qui lui fit sauter la cervelle. Weiss, à partir de ce moment, n'eut plus conscience de rien.
Lui et les 5 autres continuaient à tirer comme des fous, achevant les cartouches, sans même avoir l'idée qu'ils pouvaient se rendre. Dans les 3 petites pièces, le carreau était obstrué par les débris des meubles. Des morts barraient les portes. Un blessé, dans un coin, jetait une plainte affreuse et continue. Partout, du sang collait sous les semelles. Un filet rouge avait coulé, descendant les marches. Et l'air n'était plus respirable. Un air épaissi et brûlant de poudre, une fumée, une poussière âcre, nauséabonde, une nuit presque complète que rayaient les flammes des coups de feu. « Tonnerre de Dieu !» cria Weiss. « Ils amènent du canon !» C'était vrai. Désespérant de venir à bout de cette poignée d'enragés qui les attardait ainsi, les Bavarois étaient en train de mettre en position une pièce, au coin de la place de l'église. Peut-être enfin passeraient-ils, lorsqu'ils auraient jeté la maison par terre à coups de boulet. Et cet honneur qu'on leur faisait, cette artillerie braquée sur eux, là-bas, acheva d'égayer furieusement les assiégés, qui ricanaient, pleins de mépris. Ah, les bougres de lâches avec leurs canons! Toujours agenouillé, Laurent visait soigneusement les artilleurs, tuant son homme chaque fois, si bien que le service de la pièce ne pouvait se faire, et qu'il se passa 5 ou 6 minutes avant que le premier coup fût tiré. Trop haut, d'ailleurs, il n'emporta qu'un morceau de la toiture. Mais la fin approchait. Vainement, on fouillait les morts. Il n'y avait plus une seule cartouche. Exténués, hagards, les 6 tâtonnaient, cherchaient ce qu'ils pourraient jeter par les fenêtres pour écraser l'ennemi. Un d'eux, qui se montra, vociférant, brandissant les poings, fut criblé d'une volée de plomb, et ils ne restèrent plus que 5. Que faire? Descendre, tâcher de s'échapper par le jardin et les prairies? À ce moment, un tumulte éclata en bas, un flot furieux monta l'escalier. C'étaient les Bavarois qui venaient enfin de faire le tour, enfonçant la porte de derrière, envahissant la maison. Une mêlée terrible s'engagea dans les petites pièces, parmi les corps et les meubles en miettes. Un des soldats eut la poitrine trouée d'un coup de baïonnette, et les 2 autres furent faits prisonniers, tandis que le capitaine, qui venait d'exhaler son dernier souffle, demeurait la bouche ouverte, le bras levé encore, comme pour donner un ordre. Cependant, un officier, un gros blond, armé d'un revolver, et dont les yeux, injectés de sang, semblaient sortir des orbites, avait aperçu Weiss et Laurent, l'un avec son paletot, l'autre avec sa veste de toile bleue. Et il les apostrophait violemment en français. « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous fichez là, vous autres ?» Puis, les voyant noirs de poudre, il comprit, il les couvrit d'injures, en allemand, la voix bégayante de fureur. Déjà, il levait son pistolet pour leur casser la tête, lorsque les soldats qu'il commandait se ruèrent, s'emparèrent de Weiss et de Laurent, qu'ils poussèrent dans l'escalier. Les 2 hommes étaient portés, charriés, au milieu de cette vague humaine qui les jeta sur la route. Et ils roulèrent jusqu'au mur d'en face, parmi de telles vociférations que la voix des chefs ne s'entendait plus. Alors, durant 2 ou 3 minutes encore, tandis que le gros officier blond tâchait de les dégager pour procéder à leur exécution, ils purent se remettre debout et voir. D'autres maisons s'allumaient. Bazeilles n'allait plus être qu'un brasier. Par les hautes fenêtres de l'église, des gerbes de flammes commençaient à sortir. Des soldats qui chassaient une vieille dame de chez elle venaient de la forcer à leur donner des allumettes pour mettre le feu à son lit et à ses rideaux. De proche en proche, les incendies gagnaient, sous les brandons de paille jetée, sous les flots de pétrole répandus. Et ce n'était plus qu'une guerre de sauvages, enragés par la longueur de la lutte, vengeant leurs morts, leurs tas de morts, sur lesquels ils marchaient. Des bandes hurlaient parmi la fumée et les étincelles, dans l'effrayant vacarme fait de tous les bruits, des plaintes d'agonie, des coups de feu, des écroulements. À peine se voyait-on, de grandes poussières livides s'envolaient, cachaient le soleil d'une insupportable odeur de suie et de sang, comme chargée des abominations du massacre. On tuait encore, on détruisait dans tous les coins. La brute lâchée, l'imbécile colère, la folie furieuse de l'homme en train de manger l'homme. Et Weiss, enfin, devant lui,
aperçut sa maison qui brûlait. Des soldats étaient accourus avec des torches, d'autres activaient les flammes en y lançant les débris des meubles. Rapidement, le rez-de-chaussée flamba, la fumée sortit par toutes les plaies de la façade et de la toiture. Mais déjà, la teinturerie voisine prenait également feu. Et, chose affreuse, on entendit encore la voix du petit Auguste, couché dans son lit, délirant de fièvre, qui appelait sa mère, tandis que les jupes de la malheureuse, étendues sur le seuil, la tête broyée, s'allumaient. « Maman, j'ai soif. Maman, donne-moi de l'eau. » Les flammes ronflèrent, la voix cessa, on ne distingua plus que les hurrahs assourdissants des vainqueurs. Mais, par-dessus les bruits, par-dessus les clameurs, un cri terrible domina. C'était Henriette qui arrivait et qui venait de voir son mari contre le mur, en face d'un peloton préparant ses armes. Elle se rua à son cou. « Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a ? Ils ne vont pas te tuer !» Weiss, stupide, la regardait. Elle, sa femme, désirée si longtemps, adorée d'une tendresse idolâtre. Et un frémissement le réveilla, éperdu. Qu'avait-il fait ? Pourquoi était-il resté, à tirer des coups de fusil, au lieu d'aller la rejoindre, ainsi qu'il l'avait juré ? Dans un éblouissement, il voyait son bonheur perdu, la séparation violente, à jamais. Puis, le sang qu'elle avait au front le frappa. Et la voix machinale, bégayante, « Est-ce que tu es blessé ? C'est fou d'être venu. » D'un geste emporté, elle l'interrompit. « Oh, moi, ce n'est rien, une égratignure. Mais toi, pourquoi te garde-t-il ? Je ne veux pas qu'il te tue. » L'officier se débattait au milieu de la route encombrée pour que le peloton eût un peu de recul. Quand il aperçut cette femme, au cou d'un des prisonniers, il reprit violemment en français. « Oh non, pas de bêtises, hein ? D'où sortez-vous ? Que voulez-vous ? » « Je veux mon mari. »« Votre mari ? Cet homme-là ? Il a été condamné. Justice doit être faite. »« Je veux mon mari. »« Voyons, soyez raisonnable. Écartez-vous. Nous n'avons pas envie de vous faire du mal. »« Je veux mon mari. » Renonçant alors à la convaincre, l'officier allait donner l'ordre de l'arracher des bras du prisonnier, lorsque Laurent, silencieux jusque-là, l'air impassible, se permit d'intervenir. « Dites donc, capitaine, c'est moi qui vous ai démoli tant de monde, et qu'on me fusille, ça va bien. D'autant plus que je n'ai personne, ni mère, ni femme, ni enfant. Tandis que monsieur est marié. Dites, lâchez-le donc. Puis vous me réglerez mon affaire. » Hors de lui, le capitaine hurla. « En voilà des histoires. Est-ce qu'on se fiche de moi ? Un homme de bonne volonté pour emporter cette femme. » Il dut redire cet ordre en allemand. Et un soldat s'avança, un Bavarois trapu, à l'énorme tête embroussaillée de barbe et de cheveux roux, sous lesquels on ne distinguait qu'un large nez carré et que deux gros yeux bleus. Il était souillé de sang, effroyable, tel qu'un de ces ours des cavernes. Une de ces bêtes poilues toutes rouges de la proie dont elles viennent de faire craquer les os. Henriette répétait dans un cri déchirant. « Je veux mon mari, tuez-moi avec mon mari !» Mais l'officier s'appliquait de grands coups de poing dans la poitrine en disant que lui n'était pas un bourreau, que s'il y en avait qui tuaient les innocents, ce n'était pas lui. Elle n'avait pas été condamnée. Il se couperait la main plutôt que de toucher à un cheveu de sa tête. Alors, comme le Bavarois s'approchait, Henriette se colla au corps de Weiss, de tous ses membres, éperdument. « Oh, mon ami, je t'en supplie, garde-moi, laisse-moi mourir avec toi. » Weiss pleurait de grosses larmes, et, sans répondre, il s'efforçait de détacher, de ses épaules et de ses reins, les doigts convulsifs de la malheureuse. « Tu ne m'aimes donc plus, que tu veux mourir sans moi ? Garde-moi, ça les fatiguera, ils nous tueront ensemble. » Il avait dégagé une des petites mains, il la serrait contre sa bouche, il la baisait, tandis qu'il travaillait pour faire lâcher prise à l'autre. « Non, non, garde-moi, je veux mourir. »
Enfin, à grand-peine, il lui tenait les deux mains. Muet jusque-là, ayant évité de parler, il ne dit qu'un mot. « Adieu, chère femme. » Et, déjà, de lui-même, il l'avait jetée entre les bras du Bavarois qui l'emportait. Elle se débattait, criait, tandis que, pour la calmer sans doute, le soldat lui adressait tout un flot de rauques paroles. D'un violent effort, elle avait dégagé sa tête, elle vit tout. Cela ne dura pas 3 secondes. Weiss, dont le binocle avait glissé, dans les adieux, venait de le remettre vivement sur son nez, comme s'il avait voulu bien voir la mort en face. Il recula, s'adossa contre le mur, en croisant les bras, et, dans son veston en lambeaux, ce gros garçon paisible avait une figure exaltée, d'une admirable beauté de courage. Près de lui, Laurent s'était contenté de fourrer les mains dans ses poches. Il semblait indigné de la cruelle scène, de l'abomination de ces sauvages qui tuaient les hommes sous les yeux de leurs femmes. Il se redressa, les dévisagea, leur cracha d'une voix de mépris. « Sale cochon !» Mais l'officier avait levé son épée, et les 2 hommes tombèrent comme des masses. Le garçon jardinier, la face contre terre, l'autre, le comptable, sur le flanc, le long du mur. Celui-ci, avant d'expirer, eut une convulsion dernière, les paupières battantes, la bouche tordue. L'officier, qui s'approcha, le remua du pied, voulant s'assurer qu'il avait bien cessé de vivre. Henriette avait tout vu, ses yeux mourants qui la cherchaient, ce sursaut affreux de l'agonie, cette grosse botte poussant le corps. Elle ne cria même pas. Elle mordit silencieusement, furieusement, ce qu'elle put. Une main que ses dents rencontrèrent. Le Bavarois jeta une plainte d'atroce douleur. Il la renversa, faillit l'assommer. Leurs visages se touchaient. Jamais elle ne devait oublier cette barbe et ses cheveux rouges, éclaboussés de sang, ses yeux bleus, élargis et chavirés de rage. Plus tard, Henriette ne put se rappeler nettement ce qui s'était passé ensuite. Elle n'avait eu qu'un désir, retourner près du corps de son mari, le prendre, le veiller. Seulement, comme dans les cauchemars, toutes sortes d'obstacles se dressaient, l'arrêtaient à chaque pas. De nouveau, une vive fusillade venait d'éclater, un grand mouvement avait lieu parmi les troupes allemandes qui occupaient Bazeilles. C'était l'arrivée enfin de l'infanterie de marine. Et le combat recommençait avec une telle violence que la jeune femme fut rejetée à gauche, dans une ruelle, parmi un troupeau affolé d'habitants. D'ailleurs, le résultat de la lutte ne pouvait être douteux. Il était trop tard pour reconquérir les positions abandonnées. Pendant près d'une demi-heure encore, l'infanterie s'acharna, se fit tuer, avec un emportement superbe. Mais, sans cesse, les ennemis recevaient des renforts, débordaient de partout, des prairies, des routes, du parc de Montivilliers. Rien désormais ne les aurait délogés de ce village, si chèrement acheté, où plusieurs milliers des leurs gisaient dans le sang et les flammes. Maintenant, la destruction achevait son œuvre. Il n'y avait plus là qu'un charnier de membres épars et de débris fumants, et Bazeilles, égorgée, anéantie, s'en allait en cendres. Une dernière fois, Henriette aperçut au loin sa petite maison dont les planchers s'écroulaient au milieu d'un tourbillon de flammèches. Toujours elle revoyait, en face, le long du mur, le corps de son mari. Mais un nouveau flot l'avait reprise, les clairons sonnaient la retraite. Elle fut emportée, sans savoir comment, parmi les troupes qui se repliaient. Alors, elle devint une chose, une épave roulée, charriée dans un piétinement confus de foule, coulant à pleine route. Et elle ne savait plus. Elle finit par se retrouver à Ballan, chez des gens qu'elle ne connaissait pas. Et elle sanglotait dans une cuisine, la tête tombée sur une table. Merci d'avoir écouté. À demain pour un nouveau chapitre. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Si vous souhaitez promouvoir cette chaîne, vous pouvez aussi liker, mettre un commentaire et partager.